Sergueï Lavrov lors de la réunion du conseil de surveillance de la Fondation de soutien à la diplomatie publique Alexandre Gorchakov. Cher Leonid Vladimirovitch, chers collègues, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir à cette nouvelle réunion du conseil de surveillance de la Fondation de soutien à la diplomatie publique Alexandre Gorchakov. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les participants pour le 15e anniversaire de la Fondation, qui, au cours de ces années, a apporté une contribution significative, pour ne pas dire extrêmement positive, au développement de la diplomatie publique de la Fédération de Russie, au renforcement des liens d'amitié, de confiance et de compréhension mutuelle entre les peuples de notre pays et ceux des États partenaires. Bien entendu, elle a également contribué à promouvoir des approches unificatrices pour résoudre les problèmes globaux de notre époque. À cette occasion, je souhaiterais remettre à Leonid Vladimirovitch des lettres de remerciement au nom de la direction du ministère, aux collaborateurs de la Fondation qui se sont particulièrement distingués dans la réalisation réussie des missions qui lui sont confiées. Je ne m'étendrai pas longuement sur la situation internationale actuelle. Je pense que tous les participants suivent avec la plus grande attention l'évolution des événements sur la scène internationale, ainsi que les tendances qui, sous nos yeux, redessinent la configuration du monde contemporain. Parmi ces tendances fondamentales figure, bien évidemment, l'émergence d'un système mondial plus juste et multipolaire. Le processus de consolidation des nouveaux pôles de puissance, situés en dehors de l'Occident global, se poursuit. Parmi eux, on compte la Chine, l'Inde et d'autres partenaires, comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que la majorité des pays d'Eurasie, de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine, ensemble, ce que l'on appelle désormais le non-Occident. Tous ces pays représentent des civilisations, des cultures et des religions diverses, mais ils sont unis par leur attachement à la démocratisation des relations internationales, leur aspiration à un développement souverain, pacifique et prévisible, ainsi que par leur rejet de toute forme de diktat, de pression ou des pratiques modernes de néocolonialisme. Il est révélateur que l'Occident, qui invoque à tout propos et souvent sans raison les droits de l'homme et la démocratie, ne conçoive celle-ci qu'à l'échelle des États souverains, qu'il entend modeler à son image. Dès que l'on évoque avec nos partenaires occidentaux, avec lesquels nous échangeons désormais rarement la démocratisation des relations internationales, ils se retranchent dans un silence défensif, comme s'ils n'entendaient rien. Or, tous les pays du non-Occident que j'ai mentionnés, à l'instar de la Russie, militent pour qu'un ordre mondial multipolaire rénové soit reconnu par tous les acteurs des relations internationales et s'appuie sur les principes de la Charte des Nations Unies, dans leur intégralité et leur interdépendance. Nous y œuvrons de concert avec nos partenaires à la réalisation de cet objectif, en accordant une attention accrue au renforcement des liens avec les États représentant la majorité mondiale. Dans ce cadre, nous mettons en œuvre les dispositions pertinentes de la nouvelle doctrine de politique étrangère de la Fédération de Russie, approuvée par le président en mars 2023. Récemment, Moscou a reçu la visite d'Alexandre Ivanovitch Loukachenko, président de la Biélorussie. Cette visite a donné une impulsion à l'intégration dans tous les domaines avec notre plus proche allié. Par ailleurs, nos relations de partenariat global et d'interaction stratégique avec la République populaire de Chine se distinguent par un niveau de confiance mutuelle sans précédent. Avec l'Inde, nous développons un partenariat stratégique privilégié, tandis que des progrès significatifs ont été accomplis dans l'élargissement et l'approfondissement des liens amicaux avec des États tels que la République islamique d'Iran et la République populaire démocratique de Corée. Nous accordons une importance particulière au renforcement de tous les axes de coopération avec nos alliés et partenaires parmi les États membres de la CEI, y compris dans le cadre du Commonwealth, ainsi qu'avec l'Organisation du traité de sécurité collective et l'Union économique eurasiatique. Un dialogue politique intense, y compris au plus haut niveau, est maintenu avec les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, ainsi qu'avec la Turquie, l'Arabie saoudite, la Malaisie, le Vietnam, Cuba, le Venezuela et d'autres pays partageant nos vues, notamment dans le cadre du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, créé à New York, qui tient régulièrement ses réunions tant au niveau des ministres adjoints que des coordinateurs nationaux. Nous continuerons cette pratique. Avec nos amis africains, nous travaillons à la mise en œuvre des accords conclus lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023, ainsi que lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi en novembre dernier. Ce forum a été créé sur décision des chefs d'État réunis à Saint-Pétersbourg, comme je l'ai mentionné.
Nous nous efforçons d'apporter une contribution substantielle et réaliste à la relance du débat international sur la réforme du système de gouvernance mondiale et son adaptation aux réalités d'un monde multipolaire. Je voudrais également attirer une nouvelle fois l'attention sur l'initiative prospective du président Poutine visant à créer une architecture de sécurité égale et indivisible sur le continent eurasiatique. Ce projet stratégique s'inscrit dans le prolongement de l'initiative de Vladimir Poutine pour un grand partenariat eurasiatique, qui se construit naturellement à travers les interactions entre l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN, l'Organisation de Shanghai et d'autres structures. Ces processus d'intégration et leur harmonisation constituent objectivement, non artificiellement, le fondement matériel pour l'édification d'une architecture de sécurité eurasiatique. Avec nos partenaires biélorusses et d'autres pays partageant nos vues, nous continuons à promouvoir ce concept de nouvelle architecture eurasiatique sur diverses plateformes politiques et de discussion, notamment lors des conférences annuelles sur ce thème organisées à Minsk sur initiative du président biélorusse. Nous constatons qu'alors qu'il existe de nombreuses organisations d'intégration sous-régionale en Afrique, en Amérique latine et en Eurasie, le continent africain dispose d'une organisation continentale, l'Union africaine, et l'Amérique latine à la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, qui inclut tous les pays de la région sans exception. En revanche, le continent eurasiatique ne possède pas de telle structure ombrelle où tous les pays d'Eurasie sans exception pourraient se réunir régulièrement pour discuter, d'une part, des problèmes, mais surtout pour trouver comment capitaliser sur les avantages que l'histoire et la nature ont donnés à ce plus vaste continent, qui par le nombre de civilisations qui y ont prospéré n'a pas d'équivalent. Cette tâche incombe aussi à nos groupes de réflexion politique, et je suis convaincu que la Fondation Gorchakov contribuera à l'étude de ces questions. Ma liste est loin d'être exhaustive concernant les priorités de notre diplomatie. Comme je l'ai dit, il nous importe de pouvoir compter sur le secteur non gouvernemental, représenté par la Fondation Gorchakov, le Conseil russe des affaires internationales, le Club Valdaï, le Conseil de politique étrangère et de défense. Nous avons de nombreux partenaires qui contribuent tous à notre réflexion commune, y compris via MGIMO, l'Université d'État de Moscou, l'École des hautes études en sciences économiques et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous examinons les orientations futures de la Fondation Gorchakov et ses domaines clés d'activité proposés, dont vous avez le document. Je tiens à souligner à nouveau que la diplomatie publique reste pleinement pertinente pour promouvoir une perception objective de la Russie. Je n'apprécie guère les discours sur la nécessité de promouvoir une image positive de la Russie. Nous n'avons pas besoin de fausses louanges. Ce que nous voulons, c'est être perçu objectivement, contrairement à l'Occident qui se croit infaillible et souffre évidemment d'un complexe de supériorité. Même dans les pays dont les gouvernements considèrent ouvertement la Russie comme un ennemi et prennent l'irréfléchie décision de jeter les bases d'actions hostiles pour les années à venir, il existe de nombreuses personnes qui nous sont sympathiques et partagent les valeurs spirituelles et morales communes à toutes les grandes religions et à l'humanisme laïque. Inévitablement, l'histoire remettra les choses à leur place. Cette année, nous célébrons le 80e anniversaire de la Grande Victoire, la victoire dans la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le 80e anniversaire de la création de l'ONU. Dans ce contexte, il est particulièrement crucial de redoubler d'efforts pour contrer la falsification de l'histoire et les tentatives de revanchisme idéologique que nous observons dans de nombreux pays de l'Union européenne. Ces démons incluent le néonazisme, la russophobie et autres idéologies misanthropes. Nous ne relâcherons pas notre vigilance quant à la nécessité de dénazifier cet État qui reste sous le contrôle du régime de Kiev, lequel éradique méthodiquement et légalement la langue russe, la culture, les médias et l'orthodoxie canonique, en violation flagrante de l'article 1er de la Charte des Nations Unies et des obligations internationales de l'Ukraine. Tout cela se fait avec la complaisance et la complicité active des États européens qui, comme je l'ai dit, clament partout, sauf en ce qui concerne l'Ukraine, leur attachement aux droits de l'homme et aux droits des minorités. Mais l'Ukraine, c'est différent. Il s'agit de nazis nourris au biberon pour une nouvelle tentative d'entraîner toute l'Europe sous des bannières nazies dans une guerre contre la Fédération de Russie. Pour conclure, je tiens à remercier tous les membres actifs du Conseil de surveillance pour leur contribution au travail de la Fondation Gorchakov et leur aide dans la réalisation de ces projets et initiatives. Je compte sur la poursuite de notre interaction constructive et fructueuse. Je vous remercie de votre attention.